Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'épisodes consacrés au télétravail. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et fonction publique. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Antoine Dubosc, fondateur de Wimi. Wimi, c'est un éditeur français de logiciels qui offre un ensemble d'outils collaboratifs comme le partage de documents, le chat, la visio, qui sont toutes développées, opérées et hébergées en France et sont utilisées notamment par le Sénat, l'Assemblée nationale et plusieurs ministères et administrations. Bonjour Antoine. Bonjour Lomig. Alors si j'ai tenu à vous recevoir dans le journal du télétravail, c'est pour évoquer, au-delà de ces outils collaboratifs bien utiles aux télétravailleurs, un sondage que vous avez réalisé avec Ipsos sur l'adoption du télétravail au sein de la fonction publique. Alors avant de revenir dans le détail de ce sondage, une question assez simple. Est-ce que en regardant cette étude, vous pouvez nous dire que les agents du service public et les fonctionnaires sont des télétravailleurs comme les autres? Oui, et c'était un enseignement qui était un peu une surprise par rapport à des clichés qu'on peut avoir. Nous, on le constatait auprès de nos clients, Mhm. mais on se posait la question si c'était vrai de manière plus large. Et effectivement, ils sont des télétravailleurs comme les autres à plusieurs égards. D'abord, ils ont la même appétence à avoir une certaine liberté dans la marge d'organisation entre le bureau et le travail. Ils ont à peu près les mêmes demandes en termes de fréquence du télétravail. Ce qui était aussi surprenant, on peut avoir des clichés en disant les sujets de productivité et d'efficacité sont moins leurs soucis. Ben, en fait, pas du tout. Ils ont les mêmes taux de satisfaction et ils ont eu les mêmes niveaux de gains sur le gain de temps et l'efficacité dans le travail personnel. En revanche, là où la différence se fait, c'est le rapport aux organisations. On sent que les organisations publiques sont perçues comme étant beaucoup plus rigides, beaucoup moins adaptées à l'enjeu. Mhm. 75% nous disaient que leur organisation n'était pas prête dans le public, alors que dans le privé, on n'était qu'à 52% avant le premier confinement. Les choses se sont améliorées avec le deuxième confinement. Dans le public comme dans le privé, ils ont constaté une légère amélioration. Leur organisation était un peu mieux prête pour le deuxième, Mhm. mais la majorité disent que leur organisation n'était pas prête dans le public, alors que dans le privé, globalement, On avait plus anticipé. il y en avait plus anticipé. C'est ça. Donc les organisations, on le sent, sont plus rigides. Les hiérarchies font moins confiance aussi. Oui, et puis il y a au-delà de ce problème de confiance et de management, vous notez un problème peut-être culturel dans la fonction publique. Plus de la moitié des agents, interrogés, par ce baromètre estiment que, dans leur, organisation ou service, les personnes en télétravail sont vues comme des planqués, ou des tirs au flanc. Comment vous expliquez ça? Et c'est l'un des deux gros freins qui existent encore, ce qu'on appelle le présentéisme. On le trouve dans le public comme dans le privé, et c'est une véritable plaie. Mmh. Et ça, il faut bien le dire, c'est plutôt dans la hiérarchie, à vrai dire, hein, que ces vieux clichés. Je crois que ça vient d'un ancien monde, d'anciennes relations de travail qui ont encore laissé leurs traces. Et on voit aussi que malgré ces difficultés que vous évoquez, le fait que la fonction publique était moins prête, avant le confinement, qu'il y ait ces problèmes culturels, voire de management, malgré tout, les agents du service public prennent goût au télétravail puisque, avant le confinement, seuls 13 des agents, pratiquaient régulièrement le télétravail, nous révèle votre sondage, et aujourd'hui, ils sont 58 qui disent vouloir travailler depuis chez eux au moins un jour par semaine. Donc, une véritable adoption de cette pratique par, les fonctionnaires. Oui, et même 75% si on va jusqu'à une fois par mois au moins. Mmh. Donc ils ont vraiment pris goût, ils ont constaté que c'était efficace, et ils relèvent deux freins quand même. Oui. Le premier, c'est le frein culturel que vous avez évoqué, c'est le présentéisme. Et ils le disent autrement aussi, on leur demande est-ce que votre hiérarchie vous fait confiance. Et on voit que là, c'est un axe de progression du management dans le privé comme dans le public, mais particulièrement dans le public. Mmh. Il y a un déficit de confiance. Et puis, le deuxième axe, c'est plutôt technique, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils. Oui, alors ça, 51 toujours, hein, estiment que les outils fournis sont pas adaptés au télétravail, et moins d'un agent, du service public sur 2 déclare avoir facilement accès à ces documents à distance. Donc là, on voit qu'il y a un vrai chantier, d'accompagnement et de transformation, numérique du service public. Oui, et puis on sait par ailleurs, il y a d'autres chiffres qui ont montré l'explosion des usages pour des plateformes comme la nôtre, mais aussi pour des outils, notamment pour la vidéoconférence, par exemple, par des outils Mmh. américains ou étrangers. Donc on a aussi regardé dans le sondage quelle était leur relation à ça. Est-ce qu'on fait confiance aux outils européens, français, américains ou autres? Quelle est l'appréciation? C'était une vraie question qu'on se posait. On n'avait pas d'a priori sur le sujet. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant pour vous puisque, je le disais en introduction, vous êtes, fondateur donc, d'une société qui édite des logiciels, notamment, de chat, de visio et de partage de documents, qui sont, 100
développés, opérés, hébergés en France. Est-ce que, les agents du service public sont plus sensibles à cet argument de la souveraineté numérique que, les salariés du privé qui ont tous adopté massivement, les Zoom, Slack, Teams et autres, outils, étrangers? Alors, ils les ont adoptés aussi beaucoup dans le public, hein. En réalité, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle le contournement, c'est-à-dire qu'ils ont eu des gains de productivité et d'efficacité, mais c'est aussi parce que, Mmh. et n'ayant pas les bons outils, ils ont fait feu de tout bois pour assurer la continuité de service public. On peut très bien le comprendre. Ils ont utilisé les outils qu'ils avaient sous la main, et notamment des outils américains ou des outils B2C qui sont pas du tout sécurisés pour des opérations, pour des échanges de données professionnels. Oui, on l'a vu notamment dans l'éducation nationale. On avait il y a quelques semaines, dans ce podcast, pour inviter, la responsable de Teams, de Microsoft en France qui nous expliquait que son outil était énormément, utilisé, comme d'autres d'ailleurs par les enseignants, notamment lors du premier confinement. Oui. Alors, effectivement, est-ce qu'ils ont la même réaction publique et privée? On se posait la question, on n'avait pas vraiment pas la réponse parce que ça, il fallait qu'on demande à un grand institut comme Ipsos pour nous donner la réponse. Mmh. La réponse, c'est que massivement, ils font confiance aux logiciels français et européens très largement devant les logiciels américains et chinois. Alors, les logiciels chinois, clairement, c'est une défiance massive. Mmh. Les logiciels américains, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on pense, il y a un niveau de confiance qui est très médiocre. 5,6 sur 10, à comparer avec 6,6 pour les logiciels européens, et on passe la barre des 7 avec les logiciels français. Donc il y a un appétit, pourtant les logiciels français sont très peu présents encore. On sait qu'on a des chantiers immenses pour ça, parce qu'il y a beaucoup encore de freins culturels. On pensait il y a 10 ans, et on disait, et peut-être avec raison, que l'offre de logiciels français n'était pas à la hauteur. C'était vrai il y a 10 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. On fait partie des acteurs qui sont là pour le prouver. On a créé d'ailleurs à l'occasion de ces débats sur la souveraineté numérique un collectif avec d'autres entrepreneurs. On a fondé Play France qui rassemble près de 600 entreprises du numérique, et on se rend compte de la richesse du paysage. Mais c'est pas encore connu des dirigeants, ce qui fait qu'il y a une espèce de réflexe de tropisme américain qui n'est vraiment pas justifié. Mais on voulait savoir ce qu'en pensait la base. Et globalement, ils attendent du logiciel français. On voit 49% qui ne font pas confiance au logiciel américain. Donc il y a un plébiscite qui va encore plus loin si on leur demande est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition qui est de dire il faudrait mettre une dose de souveraineté numérique, il faudrait que 50% des achats publics de logiciels soient dirigés vers des acteurs européens. Ce qui serait très modeste par rapport à ce que les Chinois et les Américains, eux, ont mis en place dans leur propre... Et exige, ouais. Ouais. Mais si on dit 50%, et là on a un plébiscite, c'est 91% des sondés qui pensent que l'État devra réaliser au moins la moitié de ses achats de logiciels auprès d'acteurs français, et on a le même taux quand on pose la question vis-à-vis d'acteurs européens. Donc c'est vraiment massif. Oui, j'allais dire, vous avez un boulevard devant vous finalement. Les fonctionnaires, ont envie de télétravailler, n'ont pas les bons outils et ont envie d'avoir des outils, français ou européens. Donc, c'est Et je c'est crois que et je crois que ça arrive à un moment où l'industrie numérique européenne, et particulièrement la France, mmh. a aujourd'hui une offre de qualité dans différents domaines. Nous, on est dans le domaine des plateformes collaboratives agiles, mais il y a d'autres composantes logicielles très importantes pour travailler. Et ça, c'est une mutation, je crois, qui va s'opérer à partir de 2021, qu'on appelle de nos voeux, et qui va peut-être aussi être celle qui va aider à résoudre les obstacles culturels qui sont apparus. On a vu que la confiance est un facteur essentiel. Il y a des très bons niveaux de confiance à l'intérieur des équipes, c'est-à-dire qu'en horizontal, les gens se font confiance, dans le privé comme dans le public, à plus de 60-70%. Mmh. En revanche, on se plaint du manque de confiance que fait la hiérarchie, et finalement, nous, on promeut un mode de travail qui est non seulement agile, mais on promeut un mode de travail plus globalement qu'on appelle un travail ouvert, qui est une forme de libération dans laquelle on travaille en mode projet, et la hiérarchie fait confiance. On donne à ceux qui travaillent sur un projet les moyens, notamment les moyens numériques, l'accès aux données, la possibilité de partager, d'échanger, de s'organiser même avec une certaine degré de liberté. C'est une forme d'ouverture du travail qui nous semble répondre à des objectifs de productivité des entreprises, mais aussi de sentiment d'autonomie des collaborateurs qui demandent ça. Et donc, je crois que les outils peuvent être un peu un levier subversif. Ça serait peut-être un mot négatif, mais c'est à travers les outils et la mise en situation, eh bien, que les managers, les chefs se rendent compte qu'une autre façon de travailler et de faire un peu plus confiance serait peut-être gagnant-gagnant. Et c'est en tout cas ce qu'on veut pousser. Donc on a trouvé qu'il y avait effectivement un écho très fort sur cette notion de la confiance et de l'autonomie. Merci beaucoup, Antoine Dubosc. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Wimi, un éditeur français de logiciels qui offre un ensemble d'outils collaboratifs comme, on l'a dit, le partage de documents, le chat, la visio, et que vous venez de publier un baromètre du télétravail dans la fonction publique qui compare notamment, l'appétence des agents, de la fonction publique, pour le télétravail, par rapport, aux salariés du privé. Une étude, un baromètre dont nous mettrons les résultats en lien dans les notes de cet épisode pour ceux qui souhaiteraient, les consulter en détail et en savoir plus. Merci à vous.
Merci l'ami Guillaume. C'est la fin du journal du télétravail, le podcast de management, un autre podcast du magazine Management que je vous conseille si vous ne le connaissez pas encore. Il s'agit de Trouveur d'emploi, un podcast animé par Christelle Defoucauld pour vous aider à trouver un emploi ou simplement pour vous renseigner sur l'actualité du monde du travail. Trouveur d'emploi, un podcast à écouter en exclusivité sur la plateforme AudioNow, AudioNow, à télécharger gratuitement sur vos smartphones. Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management. Moi je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.